Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour venir vous présenter un peu des nouveautés ou des façons de faire pour améliorer le confort et le logement des génisses laitières. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes collaborateurs parce que écrire un texte comme vous avez dans votre manuel, je ne suis pas capable de faire ça tout seul. Donc, Déborah Sanchi puis Sébastien Fournel, ingénieur, qui m'ont aidé à valider ma présentation puis à améliorer le contenu. Donc, si on commence avec le logement, souvent je me fais poser la question, quel logement est l'idéal pour les génisses laitières? Souvent, on a plein d'opinions. Moi, ce serait ça serait meilleur, l'autre chose, ce serait meilleur. J'ai beau voyager, j'ai beau assister à des conférences au niveau du logement des génisses. Puis, s'il y avait un modèle qui était l'idéal, ben, comme l'annonce le dit, tout le monde l'aurait. Puis, plusieurs façons de faire au niveau du logement des génisses. Puis, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous démontrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter dans un logement de génisse. Donc, tout d'abord, ça ici, c'est un petit peu ma réflexion personnelle, c'est qu'est-ce que je fais quand j'évalue un logement de sujet de remplacement. Tout d'abord, c'est un système en soi. Ça veut dire que quand on travaille sur un aspect du logement, il faut essayer de prendre en considération tous les autres aspects qui viennent avec, notamment au niveau, on va parler pour le 30 minutes que j'ai, je ne peux pas élaborer sur tous les thèmes, mais j'en ai pigé quelques-uns là-dedans. Mais on va parler au niveau de l'espace, comment d'espace ça prend, au niveau de la température qui est très important, le volet ventilation, que ça aussi je vais m'attarder beaucoup. Il faut que tout ça coïncide avec comment je peux améliorer l'hygiène, toute la question des litières et aussi du système d'alimentation. Sauf que ça, on peut avoir le concept idéal puis dire que ça, c'est supposé être le logement idéal. Sauf qu'il faut prendre en considération, le veau, on sait pas mal c'est quoi ça y prend. Sauf que souvent, dépendamment des entreprises, des façons de faire, les façons de faire des producteurs à la ferme, il n'y en a pas un pareil. Donc, dans tel système, ça peut fonctionner chez telle ferme, puis d'autres installations, ça ne fonctionnera pas super bien. Pour commencer, juste pour vous faire réfléchir un petit peu, puis prendre l'importance du logement, puis si on prend le logement quand le veau arrive au monde, juste prendre conscience de 2 minutes avant qu'il vienne au monde, ça veut dire qu'il est dans l'utérus de sa mère, puis 2 minutes après, bienvenue dans le monde réel. Donc, juste vous démontrer un petit peu les étapes ou les changements, l'adaptation qu'un veau doit faire, c'est phénoménal. Donc, au niveau de l'hydratation, c'est que le veau est dans l'utérus de sa mère, il est comme dans sa piscine. Super bien, c'est confortable, c'est mou, il ne mange pas trop de coups, ça va super bien. Au niveau de ses tissus, il est très hydraté. Du moment qu'il tombe à l'extérieur, là, il perd des liquides, tant au niveau corporel qu'au niveau sanguin. Il y a une énorme perte de liquide aussitôt qu'il est sorti de l'animal, de sa mère. La température, la température super confortable, c'est pareil comme s'il était toujours sur la plage dans le sud, tu as 38 degrés. Dans certaines conditions, au Québec, entre autres, ça peut être un petit peu plus traumatisant de tomber à moins 10 degrés tout d'un coup. Puis ça, on va en parler un petit peu. L'autre aspect aussi, c'est sa nourriture, son oxygène. Il respire, il n'a pas besoin de respirer. Maman fait tout pour lui. Il fournit l'oxygène, il fournit la nourriture. Quand il arrive au monde, les poumons n'ont jamais respiré. Il faut que les poumons arrivent et qu'ils s'expandent, qu'il y ait un échange de gaz au niveau de l'organisme. Donc, il faut qu'il arrive dans des conditions super bonnes pour qu'il puisse avoir le tonus musculaire. Puis un veau qui va avoir de la misère à respirer ou qui va avoir un déficit en oxygène, vous allez voir, c'est un veau qui a de la misère à contrôler sa température, a de la misère à consommer, a de la misère à prendre son premier repas. Aussi, ça, c'est peut-être celui qui frappe le plus, mais il est dans son milieu stérile, il n'y a pas de microbes, il n'a pas été... il est super bien. Puis quand il arrive au monde, puis quand il arrive, puis que la première affaire qu'il voit, c'est un fond de l'eau, ça se peut que le stress au niveau des microbes soit un petit peu plus grand. Donc, on voit au niveau de l'hygiène. Donc, les éléments que j'avais mis là, ça vous met en contexte un petit peu l'importance du logement, l'importance d'arriver dans un endroit sec,
avec une température quand même acceptable, puis avec une hygiène assez bonne. Si on parle au niveau de la température, puis je pense que la température, c'est peut-être un des éléments que nous, en Amérique du Nord, en haut, on a des milieux un petit peu plus froids. C'est peut-être le stress le plus important pour le jeune veau en bas âge. Par comparaison, la seule réserve que le veau a pour générer sa chaleur, c'est son gras corporel. Puis son gras corporel, il y en a à peu près 3 à 4 % de gras sur lui. Tandis que si on prend en comparaison avec un bébé naissant, a 15 à 17 % de gras corporel pour pouvoir se réchauffer. En passant, c'est pas ma photo quand j'étais petit. Mon gain d'état de chair, je l'ai fait plus tard. Fait que, donc, le petit veau, dans les premières heures, c'est juste ça qui peut essayer de le réchauffer. Donc, vous voyez là l'importance d'arriver que il a perdu beaucoup de liquide, il a besoin de chaleur. Donc, l'importance d'arriver dans la première heure avec un repas de colostrum chaud va permettre à ce petit veau-là déjà d'avoir un bienvenu un petit peu mieux dans le monde vivant. Au niveau de la température, selon la littérature, ils ne s'entendent pas tous sur la zone de thermoneutralité. Zone de thermoneutralité, c'est où est-ce que le veau n'a pas vraiment d'effort à faire pour garder sa température. La plage, environ entre 10 puis 26 degrés Celsius. Il y en a qui suggèrent un petit peu plus vers le 12-13 degrés en bas. Dans le monde idéal, si on était capable d'avoir à la naissance une température en haut de 7 degrés Celsius, c'est qu'on est capable de compenser avec notre régie pour maintenir sa température, pour pas qu'il y ait trop à puiser dans ses réserves. Puis, rendu à un mois d'âge, j'ai suggéré d'essayer de maintenir ça pour pas que l'eau gèle. C'est à peu près la norme. Pourquoi ça? Ici, c'est une étude qui a été faite sur plusieurs vaches. Puis, il avait comparé la température à laquelle où est-ce que le veau arrivait au monde. Puis, on peut voir que la température en bas, là, on est à peu près à moins 3 degrés. Quand on passe sous les zéros, le petit veau, son premier bienvenu, c'est un foie d'en bas de 0 degré. On voit la production à droite, la production de lait, qui est 400 kg de moins à sa première lactation quand le petit veau est rendu en première lactation. Donc, on a une perte de lait, juste le fait de savoir où est-ce que le veau est venu au monde. Donc, dans l'étude, il comparait un petit peu, c'est comme des veaux d'hiver versus des veaux d'été. Il y avait une différence au niveau de la production. Pourquoi ça? Puis peut-être qu'Alex, le prochain conférencier, va en parler, mais ça a un impact au niveau de son gain. C'est-à-dire que l'énergie qu'il a besoin, il va s'en servir pour avoir de la chaleur et non pas pour faire du gain. Puis le gain a un impact sur la production laitière dans la première et deuxième lactation. Donc, c'est assez clair que notre veau, on veut le mettre dans un logement quand même assez chaud. Aussi, un veau qui a eu de la misère, des veaux, le premier graphique, c'est des veaux qui ont une haute activité à la naissance ou qui sont peu actifs. On voit que la température rectale d'un veau qui a une haute vitalité versus une basse vitalité, il y a de la misère à maintenir sa température. Le petit veau est plus amorphe, il y a de la misère à garder sa température. Puis, un veau qui a eu un vêlage difficile, la vache qui a eu un vêlage difficile, ces veaux-là ont aussi plus de misère à générer de la chaleur, à avoir la température. Donc, ces veaux-là, il faudrait prendre un petit peu plus de précautions, qu'on sait qu'ils vont avoir de la misère à gérer leur température. Si on n'est pas capable d'avoir la température, puis souvent c'est ce qui arrive dans nos logements, là, c'est là qu'il y a bien les moyens pour essayer de garder sa chaleur. Les petits manteaux, ça peut être une des solutions. Les petits manteaux, la précaution, c'est du moment qu'il commence à avoir chaud, il faut enlever le petit manteau, il ne faut pas que ça soit rendu humide. Avant de les mettre aussi, il faut vraiment attendre qu'il soit sec. Fait que tout l'aspect humidité, du moment qu'on a de l'humidité, le poil, ça isole beaucoup, mais tant que les poils n'ont pas d'humidité, tant qu'il y a beaucoup d'air, c'est là qui fait le facteur isolant. Puis aussi, les petits manteaux, il faut laver entre chaque veau. Ça, c'est comme des vêtements d'enfant, on le passe au petit frère, là, mais il faut le laver entre les deux. L'autre chose, c'est d'avoir soit, pour les naissants un petit peu, pour être sûr que le stress ne soit pas trop grand, soit une lampe chauffante,
puis toujours vérifier avec les assureurs, voir si ça correspond à des bonnes installations. Lampe chauffante qui peut aider. Puis on voit certains qui ont des logements, des étages vraiment froides. Le petit veau, il n'a pas le choix, il va être dans un environnement pratiquement comme l'hiver. Des genres d'incubateurs ou des chambres qui sont préchauffées le temps que le veau sèche, le temps que le veau commence à boire, qu'il prenne son colostrum, puis qu'on sait que le petit veau il est en vie, que quand il va consommer beaucoup, on l'emmène dans un logement par la suite, qui va être capable de générer sa chaleur et assez de consommation. Mais ça c'était des moyens, mais encore le moyen de base, c'est d'avoir de la litière. Du moment qu'on est en bas de 10 degrés Celsius, il faudrait avoir une bonne épaisseur de litière. Puis une bonne épaisseur, c'est quand le veau est couché, d'avoir de la litière qui dépasse les pattes. J'ai déjà fait cette présentation-là, puis il y en avait qui pensaient que c'est quand le veau était debout. de la litière plus haut que les pattes, là, mais il y en avait jusqu'au cou. Mais donc, ce qu'on veut, c'est que le veau soit capable de se faire un nid, puis qu'il puisse garder sa chaleur. Donc là, on commence à comprendre, au niveau des litières, si notre bâtiment n'est pas chaud, il faut que le veau soit capable de faire son nid. Donc, on vient de choisir le type de litière un petit peu que ça prend. Une litière avec beaucoup d'air va faire que notre veau va être isolé. Puis notre veau est couché à peu près 80-90% de son temps dans une journée. La surface de contact qu'il y a au sol, si la surface est froide, toute sa chaleur se fait drainer vers le sol. Donc, c'est là que le petit veau, on ne s'en aperçoit pas, mais le petit veau, il perd de la chaleur puis il combat pour garder sa chaleur. Puis c'est là qu'il devient plus fragile aux maladies. Donc, il faut avoir une litière aérée, sèche, puis changer souvent. Puis du moment qu'on a de l'humidité dans une litière, bien, on enlève l'air qu'il y a dedans. Si on enlève l'air, bien, puis isolante. Ici, c'est une relation entre la quantité de litière puis les maladies respiratoires, puis c'est documenté que des veaux où est-ce qu'on a la cote de nid. Le cote de nid, 1, c'est que la litière, on voit toutes les pattes. La litière est juste saupoudrée au sol, on voit toutes les pattes. On voit que la proportion de maladies respiratoires, c'est aux alentours de 30-40 %. Puis dépendamment de la quantité de microbes qu'il y a dans l'environnement, on voit le comptage bactérien qui augmente. Plus ça augmente, oui, plus qu'il y a de maladies respiratoires, mais l'influence d'avoir de la litière, entre beaucoup de litière, qu'on cache les pattes ou les pattes pas cachées, ça fait déjà une grosse différence juste dans notre environnement, même peu importe le type d'environnement. Au niveau de l'espace, puis ça, dans le passé, c'est quoi qu'on voyait comme parc? C'est des parcs grillagés 4x4. C'est-à-dire qu'on avait 16 pieds carrés. De plus en plus, puis tout le monde est pas mal rendu à cette page-là. C'est 24 à 32 pieds carrés. 24 à la naissance, 32 pieds carrés au sevrage. Il faudrait jouer dans ces zones-là. Pourquoi? Puis 24 à 32 pieds carrés, c'est les grandeurs d'une feuille de plywood, à peu près pour un veau. Pourquoi? De un, oui, permettre au veau de se lever et se coucher aisément. De deux, de pouvoir se retourner sur lui-même. Des petits veaux qui ne bougent pas, ou les anciennes cages à veaux de lait, c'est pas souhaitable, notamment, entre autres, pour la croissance puis la santé. Je pense que ce qui est le plus important, le 24 à 32 pieds carrés, quand on le voit, le veau dans son logement, il y a en masse de place pour bouger. Mais je pense qu'un des plus gros avantages, c'est d'avoir une surface sèche puis de baisser le comptage microbien dans l'environnement. Plus que notre surface est grande, plus que notre quantité de microbes descend. Puis une autre des suggestions, permettre d'avoir les veaux, d'avoir un contact visuel, au moins avec les autres animaux. Ça fait partie un petit peu plus de bien-être animal, puis de minimiser les stress après, quand les veaux vont transférer ou qu'ils vont voir d'autres animaux. Ici, vous avez l'exemple d'une économie de logement, de 4x4 pour 2 veaux. Vous voyez que c'est quand même assez serré. Tandis qu'ici, c'est la grandeur de 32 pieds carrés. On a un 8x8 pour 2 veaux. Donc, vous voyez que ces 2 veaux-là, au niveau, s'ils ont affaire à se coucher,
ne sont pas toujours couchés dans les déjections. Ici, c'est sûr que ça va devenir humide après 2 heures. Tandis que là, au niveau de la quantité de microbes présents aussi dans le parc, ça baisse beaucoup le niveau de la qualité de l'air au niveau de l'environnement. Quand on arrive au niveau du choix, là, on a vu qu'il y avait des veaux 2 par 2. Puis, on en a déjà parlé dans le passé, puis la littérature puis les recherches avancent toujours dans ce domaine-là. Est-ce que je devrais mettre mes veaux individuels ou en groupe ou en paire? Pour la transmission des maladies, souvent, c'est la première contrainte. On veut mettre les veaux individuellement pour la transmission de maladies. Sauf que quand on les met en individuel, ils sont séparés, donc on limite la transmission de maladies entre les veaux. Sauf que quand on les met en groupe ou en paire, je pense qu'on est capable de gérer notre logement, soit en apportant d'avoir un système immunitaire super en forme au départ, puis de baisser le taux de microbes en faisant notre logement. Donc, quelqu'un qui veut mettre des veaux en paire ou en groupe, d'avoir une densité animale plus faible, peut aider à gérer ce problème-là. Au niveau de la compétition, on dit, OK, le veau est tout seul dans son environnement, versus si on le met ensemble, il va y avoir de la compétition, la consommation ne sera pas trop bonne. Dans plusieurs cas, c'est le contraire. C'est que l'ami qui est là va stimuler au niveau de la consommation de l'animal, puis on a des taux de croissance qui sont souvent plus grands qu'en individuel. Efficacité du travail, ça aussi c'est reconnu. Des gens qui ont tous des logements individuels, au niveau du temps de travail, de manutention, de nettoyage, d'alimenter les veaux, souvent c'est plus long qu'en groupe de nettoyer des veaux 2 par 2 ou en groupe. Au niveau de l'efficacité du travail, c'est un peu plus efficace en groupe. Au niveau de la socialisation, au niveau de la consommation qu'il va y avoir après le sevrage, des veaux qui ont déjà été socialisés, qui ont déjà été ensemble, vont avoir une meilleure consommation suite au sevrage. Si on prend des veaux qui sont logés individuellement, souvent ce qu'on voit en période de post-sevrage, on voit une descente de consommation, mais je pense que ça va être abordé dans la prochaine conférence. Contrôle de l'alimentation, il y en a qui ont peur de perdre en les logements en groupe, puis de perdre le contrôle sur combien ils mangent, combien que mes animaux mangent. C'est sûr qu'en individuel, on est capable de contrôler la quantité individuellement. J'essaie de reculer. Sauf qu'en paire ou en groupe, je pense que surtout en groupe, on est capable d'automatiser maintenant nos installations. Pour ceux qui ont un volume de veaux assez grand, c'est qu'ici, le contrôle de l'alimentation se fait facilement, mais lorsqu'on laisse tout à volonté, c'est vrai qu'on a une petite différence au niveau du contrôle de la quantité consommée. Stress post-sevrage, je viens d'en parler, beaucoup moins de stress post-sevrage lorsqu'ils sont logés en groupe ou en paire. Le choix de la tétine. Si moi, je ne veux pas mettre de tétine, je continue à donner mon seau. Fonctionne super bien en logement, super bien. Ça fonctionne en logement individuel, ça fonctionne en logement en paire, en paire ou en groupe, de donner de la tétine. Sauf que ceux qui veulent alimenter au seau, au niveau du logement individuel, c'est encore souhaitable, avec tous les bénéfices au niveau des sécrétions hormonales, au niveau de la croissance, au niveau de la salivation, d'alimenter les veaux avec une tétine. Tandis qu'en paire ou en groupe, d'alimenter au seau, c'est sûr qu'on s'en va vers l'échec du tétage entre les veaux. Du moment qu'on les met ensemble, les veaux vont boire super rapidement. Puis après, le réflexe de téter n'est pas fini. Ils ont bu en dedans de 30 secondes, 1 minute, la quantité de lait, puis encore la rage de vouloir téter. Puis ça dure à peu près 8 minutes, à peu près comme l'effet d'oxytocine. Donc, une de mes préférences, 18 minutes. Ça paraît, je ne vois pas bien. Donc, un petit peu ma préférence, c'est en paire ou en groupe.
Individuel, ça fonctionne, mais je pense qu'on tend vers s'en aller un petit peu plus. Avec nos grosseurs de troupeaux au Québec, le pair est peut-être un petit peu plus souhaitable, parce qu'au niveau de la compétition, il y a 2 facteurs qui font que des veaux vont rentrer en compétition quand on les a en groupe. C'est le nombre de veaux. Il a été noté qu'à partir de 6 veaux ensemble, il y en a qui commencent à avoir une compétition entre eux. À la Louve, c'est à peu près une douzaine de veaux par groupe. Puis aussi, c'est quand on a des plus petits troupeaux, mais l'écart de poids entre les génisses va faire que des fois, il faut rapetisser encore plus parce que l'écart est trop grand. Sauf qu'on arrive dans des troupeaux de 1000 vaches, qu'ils ont 30 veaux, puis que le premier veau, ils ont une semaine d'écart entre le premier et le dernier. Bien là, la compétition peut agrandir notre quantité de nombre de veaux parce que la différence de poids est quasiment semblable. Au niveau de l'hygiène, c'est un des aspects souvent quand les gens veulent améliorer le logement qui est un petit peu mis de côté, puis ou qui disent bon, je m'en occuperai un coup, ça sera fait. D'avoir des matériaux lavables. Une des choses, parce que du bois, c'est plus difficilement lavable, puis il faudrait laver entre chaque veau. Laver, désinfecter, et je pense qu'il y a une autre opération qui est importante, c'est de le laisser sécher avant de remettre un veau. Donc, on lave, en enlevant la matière organique, on désinfecte, puis on laisse une période de séchage, puis avant d'introduire un autre veau. Donc, pour ça, ben, ce n'est pas tous les logements qu'on est capable de faire ça parce qu'on n'a pas prévu d'avoir des pentes ou des drains ou de pouvoir laver. Donc, il faut prévoir d'avoir des installations qu'on peut laver pour pouvoir désinfecter. Prévoir un nettoyage mécanisé quand on en a beaucoup. Ça m'est arrivé souvent de faire du conseil puis d'arriver dans cette zone-là puis de dire « Ah non, on va prendre la brouette puis ça va se faire », sauf que on sait tous que rendu dans les semences, dans les récoltes, ben, c'était supposé être cette semaine, je nettoie, mais ça a été retardé. Puis là, ben, on commence à avoir des augmentations au niveau des problèmes de santé, que les bactéries commencent à augmenter dans l'environnement. Puis au niveau des huches, déménager ou déplacer les huches, de prévoir d'avoir un aménagement pour pouvoir les déplacer entre chaque veau, ça serait une bonne pratique à faire. Qu'est-ce qui influence la santé respiratoire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui influence que nos veaux ont des problèmes respiratoires? Puis les réponses qui sont là, vous allez voir, c'est les trucs pour avoir le moins de pneumonie possible. Donc, de un, il faut baisser le comptage bactérien dans l'enclos. Tantôt, on va voir un petit peu qu'est-ce qui influence le comptage bactérien dans l'enclos. La nidification dans la litière, c'est-à-dire l'épaisseur de litière va avoir une influence. Plus qu'on en met épais et qu'il puisse se cacher, plus qu'on baisse nos problèmes respiratoires. Puis l'autre chose, c'est, commence un petit peu la réponse de la question, c'est avoir des côtés pleins entre les veaux. Avoir des côtés pleins entre les veaux diminue les problèmes respiratoires. Sauf que, suivez-moi, je vais tout vous mêler dans 2 diapos. Donc ici, c'est la preuve que ça avait été montré que les côtés, ici on a les côtés ouverts, il y avait plus de problèmes respiratoires versus des côtés fermés entre les parcs, on avait moins de problèmes respiratoires. Sauf que j'ai dit qu'il fallait baisser le taux de microbes dans l'air, puis ce qui a été trouvé qui fait baisser le taux de microbes dans l'air, c'est de baisser la température. Plus que la température est basse, moins que les microbes se multiplient. Plus que l'espace est grand par veau, je l'ai dit, ça diminue la pression microbienne. Mais l'autre chose qu'ils ont trouvé, c'est dans la même étude, c'est moins qu'il y a de côtés fermés, moins qu'il y a de bactéries dans l'air. Donc, tantôt, je viens de dire, on ferme nos parcs, puis on va avoir moins de pneumonie. Mais là, je dis, je veux baisser mes microbes dans l'air, mais là, rouvre tes parcs. Fait que là, c'est OK, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi la règle? Je vais passer celle-là. Donc, les 2 côtés sont confondants. C'est est-ce que je mets des côtés fermés ou des côtés ouverts? Ce qui a été analysé, c'est que quand on a des parcs qui sont alignés un à côté des autres, au niveau du transfert de maladies, ça se passe d'un parc à l'autre. Donc, d'avoir les côtés fermés entre les parcs à veaux, mais être ouvert en avant et en arrière. Puis on va le voir tout à l'heure, en avant et en arrière, ça permet à l'air
d'avoir un flot d'air. Quand on arrive dans un parc qui a un cul-de-sac, l'air ne circulera pas. L'air, il faut qu'elle ait une entrée puis une sortie. Donc, souvent, on va mettre les veaux sur le bord des murs avec des panneaux sur le côté. Bien, l'air ne peut pas circuler. C'est un trou mort, c'est un cul-de-sac pour l'air. Puis nos veaux restent dans une bulle, on appelle ça un micro-environnement, qui se contamine. Puis, quand on met les parcs, on ne fait plus de pouponnières avec des parcs collés sur le bord des murs. On veut les décoller sur le bord du mur puis faire des passages alentour pour que l'air puisse circuler dans notre parc. Ce qu'on veut, c'est que quand notre veau est couché, qu'on ait une circulation d'air, que la litière soit renouvelée au niveau de la qualité de l'air. Ici, on a une étable super bien ventilée. On pense que la qualité de l'air peut être bonne, mais le micro-environnement, ça veut dire la bulle que le petit veau a alentour de lui, s'il est tout renfermé, il y a une augmentation de microbes dans cet environnement-là. Donc, dans ce cas-là, d'avancer les parcs pour permettre à l'air de circuler d'en avant en arrière permettrait de s'assurer que la litière, on a renouvelé l'air au niveau du parc à veaux. Donc, au niveau de la réponse, c'est est-ce que pour réduire les problèmes respiratoires, il faut fermer nos parcs? Puis on a eu tendance à fermer nos parcs parce qu'on a tellement peur qu'il y ait de courant d'air. Mais là, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on est trop fermé. On a voulu limiter le courant d'air, mais là, on n'a plus d'air au niveau des veaux. D'autres moyens, c'est pour apporter de l'air, parce que tout le monde s'entend que le problème pour les veaux au niveau de l'air, c'est qu'au niveau, souvent, de la bâtisse, on est correct au niveau de la ventilation, mais au niveau du sol, l'air n'est pas renouvelé. Puis du moment que ça fait un petit peu plus chaud, l'air a tendance à s'en aller au plafond, puis elle va circuler par les ventilateurs, elle va sortir par le haut, mais le bas n'est jamais renouvelé au niveau de l'air. Donc, il existe des techniques pour améliorer la qualité de l'air au niveau du sol. Puis, ça peut être des tubes. Mon langage, à moi, c'est des tubes, mais le vrai terme, c'est ventilation à gaine de diffusion d'air sous pression positive. Donc, des tubes à pression positive, on met une fan dans le tube pour pousser l'air. Puis là, on a le contrôle vraiment du jet d'air. On sait sa vitesse, on sait à quelle vitesse il va arriver au niveau du veau. Puis on ne veut pas qu'il y ait plus qu'1 km/h à peu près arrivé au niveau du veau. On veut que 60 pieds minutes d'air, c'est que là, ça nous permet de renouveler notre air au niveau du sol. Puis ça, ben, dans le temps, puis moi, je t'ai dit que j'étais assez vieux pour ça, mais j'ai connu les pouponnières on mettait un ventilateur pour sortir l'air dehors, puis on avait fait des tubes en bois avec des trous perforés pour faire rentrer l'air. Le seul problème qu'on avait là-dedans, c'est qu'on n'avait aucun contrôle de la vitesse de l'air qui arrivait au niveau des veaux. Tandis que quand c'est nous qui décidons de pousser l'air, on est capable de diriger puis de donner la bonne grosseur de jet d'air qui va arriver au niveau du veau pour ne pas créer de courant d'air. C'est ce qui est difficile, c'est de nettoyer l'air, d'avoir de l'air pur sans créer de courant d'air. Puis il faut arriver avec de quoi qui pousse de l'air tout le temps constant, mais qui ne fait pas de courant d'air pour refroidir notre veau. Donc, il existe des calculateurs, puis ça a été développé entre autres avec l'Université du Wisconsin, avec Dairyland Initiative, puis ils posent gros là-dessus parce qu'eux, en ventilation naturelle, l'hiver, ils ferment les côtés, puis ils n'en ont pas d'air. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de renouvellement d'air dans ces bâtiments-là. Fait qu'ils essayent de pousser de l'air neuf pour améliorer la qualité de l'air. Eux, ce qu'ils disent, c'est que c'était l'erreur du passé, il y avait juste des recirculateurs d'air. Puis l'air n'était pas bonne, puis il faisait juste brasser de la vieille air. Donc, ils disent que c'était pas bon. Sauf que je pense dans notre contexte québécois, souvent dans nos pouponnières, l'air, on l'a bien calculé, le taux de changement d'air est bon. La seule affaire, c'est que notre bon air, elle ne s'en va pas à nos veaux. Fait que peut-être que pour nous autres, ça peut être bon d'avoir juste une recirculation, puis de faire un jet d'air qui ne va pas faire que notre veau va avoir un courant d'air. Puis en plus, on a déjà de l'air qui est réchauffé. Ça pourrait permettre d'améliorer certaines situations. Des fois, on a des vieux bâtiments, puis je pense que ça peut être un truc pour améliorer ces bâtiments-là, qu'on n'est pas capable de rien faire d'autre. D'autres universités, puis on dirait que c'est pas la compétition, mais ils essaient de trouver d'autres techniques pour améliorer la qualité de l'air au niveau du sol. Puis l'Université Cornell ont développé un système qui fait que, tout d'abord, il y a un ventilateur en bas qui rentre l'air.
C'est-à-dire qu'on a une fan qui pousse dans un tube, puis on a un autre ventilateur qui éjecte l'air dehors. Donc, on est en pression neutre. C'est-à-dire que, puis, ils sont tous au sol. Le principe, c'est au départ, pour la ventilation d'hiver, d'avoir juste un filet d'air qui va circuler au niveau du sol. C'est comme ça on s'assure que notre litière, ou quand notre veau est couché, son bout de nez, il est frais, avec la bonne air. Eux, ce qu'ils font dans des gros bâtiments pour la saison automne, ils rajoutent un deuxième tube pour pousser de l'air, pour refroidir l'air, parce que le premier tube sert juste à enlever l'humidité puis les gaz. Ils mettent un deuxième tube pour printemps-automne, puis pour en été, ils mettent un troisième tube, puis ici, à chaque fois, ils augmentent la capacité de ce ventilateur-là qui va sortir l'air dans notre bâtiment. Un autre principe qu'on voit des fois au Québec, puis entre autres, c'est le docteur Rondeau qui en fait quelques-unes de ce modèle-là, c'est-à-dire une chambre préchauffée, soit que ça peut venir préchauffer artificiellement ou que ça vient de la salle des machines, où on prend l'air de cette chambre-là. On pousse de l'air avec un ventilateur par 2 trous qui sont au sol. C'est-à-dire que l'air va commencer à sortir par là, on la pousse, puis à l'extrémité, on a encore là nos ventilateurs d'extraction qui sont encore au sol pour renouveler notre air au sol. Donc, c'est des concepts qu'on tend, puis on voit à peu près tout le même pattern, c'est on veut renouveler l'air au sol, puis il existe différentes manières de faire pour faire notre circulation d'air au niveau du sol. Pour les huches, stress thermique, il existe, les Américains sont forts sur les huches, nous autres on en a, mais je pense que le problème avec les huches, c'est surtout la chaleur en été. Il existe des bâches à mettre par-dessus, ça ferait baisser la température de 5 à 10 degrés. Il faudrait les mettre à l'ombre, juste surélever le derrière pour permettre une circulation d'air, parce que souvent c'est un cul-de-sac, une huche. On a un micro-environnement qui est là puis que ça chauffe là-dedans. Juste de lever avec 2 blocs en dessous pour permettre l'air qui circule au niveau du veau, ça pourrait aider à améliorer la qualité. Comment faire pour savoir si chez nous ça va ou ça ne va pas? Il faut le tester. Puis il existe différents appareils de mesure pour le mesurer. Ici, pour la lumière avec un luxmètre. Ce que j'ai souvent, c'est un anémomètre à fil chauffant qui nous permet de voir si des veaux ont des courants d'air. Ça mesure de point quelques kilomètres à 10 km/h. Donc ça m'a permis de détecter souvent des problèmes de non-circulation, tout comme des problèmes de courant d'air sur les veaux. Thermomètre infrarouge, tout le monde peut avoir ça. Pour la température du sol. Détecteur d'ammoniac qui nous permet de voir si notre qualité de l'air est bonne. Donc, c'est tous des outils qui peuvent être faits pour améliorer la qualité de l'air. Celui-là, je m'en sers, mais pas trop souvent parce qu'il y a une flamme. Mais c'est pour faire de la boucane, pour tester notre ventilation à pression positive. Puis, ça nous permet de voir où est-ce que notre jet d'air va. Donc, en conclusion, un logement supérieur pour les jeunistes, je pense que ce n'est pas si compliqué quand on suit nos 5 facteurs. Sauf qu'au Québec, je pense que l'espace par veau est un des critères pour baisser les microbes. De 2, la quantité de litière ou le choix de la litière est importante. Puis 3, la circulation d'air au sol dans nos parcs. Je pense que c'est un des facteurs qui peut faire qu'on peut améliorer beaucoup notre qualité de logement au niveau de nos jeunistes. Merci.